cette opportunité de s'exprimer devant vous aujourd'hui. Donc, chers maîtres, très honorable assistance, sur ce sujet qui est immense, qui est l'anticoagulation dans les AVC ischémiques, et cette cardio-embolie principalement, et cette question qui traverse l'esprit des praticiens plusieurs fois. Donc, quel anticoagulant choisir et quand commencer l'anticoagulation. Donc, il faut savoir que 20 à 30% des AVC ischémiques sont d'origine cardio-embolique, principalement la cérébrale valvulaire. Le risque de récidive précocement il varie de 0,1 à 1,3 par jour. Et donc il n'y a pas de consensus en matière de quand commencer l'anticoagulation et comment. Donc on a commencé à travailler avec les anticoagulants depuis les années 1993 avec l'avènement de l'héparine à vapeur moléculaire. En 1940, c'était le début de l'utilisation des AVK avec la complexité qui agit sur des facteurs synthétisés par le foie, à savoir le facteur 2, le facteur 7, le facteur 9 et le facteur 10. Et donc ça traduit la complexité de l'utilisation des AVK. Et puis en 2008, on s'est familiarisé avec les nouveaux anticoagulants oraux, à savoir les anti-10A et les anti-2A, le dabigatran Clarexa. Donc jusque-là, dans le cadre d'un AVC ischémique d'origine cardio-embolique, il faut savoir trois choses. C'est d'abord identifier et diagnostiquer la cause thromboembolique. Deuxièmement, savoir l'étendue de l'AVC ischémique, ça c'est aussi fondamental. Et savoir s'il n'y a pas une transformation hémorragique qui pourra compromettre l'instauration de l'anticoagulation. Bien sûr, il y a certains facteurs, à savoir l'insuffisance cardiaque, la tension artérielle, l'origine cardio-embolique qui influe d'origine cardio-embolique. Il faut savoir trois choses. C'est d'abord identifier et diagnostiquer la cause thromboembolique. Deuxièmement, savoir l'étendue de l'AVC ischémique, ça c'est aussi fondamental. Et savoir s'il n'y a pas une transformation hémorragique qui pourra compromettre l'instauration de l'anticoagulation. Bien sûr, il y a certains facteurs, à savoir l'insuffisance cardiaque, la tension artérielle, l'origine cardio-embolique qui influence et qui augmente ce risque de transformation hémorragique. Donc je commence par un cas clinique, donc c'est un cas qu'on va le fréquenter dans notre pratique quotidienne. Il s'agit d'un patient âgé de 62 ans, aux antécédents de diabète de type 2 et d'HTA, qui a consulté après 9 heures des déficits moteurs avec un IHSS à l'admission qui était à 14. Donc ce patient était inéligible à la thrombolyse, avec une ACFA inaugurale qui a été découverte à l'ECG. Une IRM a été réalisée 37 heures après l'admission et qui a objectivé un AVC très important, majeur sur la séquence hilaire, avec sur la séquence de déco de gradient et transformation hémorragique au niveau de l'artère, du territoire profond de l'artère cérébrale de la CM gauche. Donc, la question qui se pose chez ce patient, c'est quand administrer l'anticoagulation et comment. Donc, on a commencé avec l'héparine à vapeur moléculaire, et à savoir l'héparine à dose moyenne, voire l'héparine non fractionnée, à basse dose comparée à l'aspégique, ou bien un placebo. Et on a remarqué que dans la phase aiguë, dans les 48 heures suivant l'AVC ischémique, donc les résultats ont été recrutés au 14e jour. On avait plus de protection par rapport aux AVC ischémiques récurrents et cette protection elle est contrebalancée par une augmentation du risque de transformation hémorragique, voire même on a constaté qu'il y a un risque de 9 sur 10 lorsque l'anticoagulation à base de l'héparine non fractionnée à dose moyenne a été introduite avec un risque de 9 sur 1000 d'hémorragie extracrânienne. Donc, jusqu'en 2008, c'était la grande méta-analyse, la première grande méta-analyse qui a intéressé les 7 essais randomisés sur l'anticoagulation à base de l'héparine à vapeur moléculaire, à savoir TOAST, AIST, FISTRIS et Camelengo. Donc, il a utilisé dans l'héparine à vapeur moléculaire à moyenne dose versus placebo ou aspégique. Et les résultats, donc il y avait plus d'hémorragie intracrânienne à la phase aiguë, le ratio était 2,89 versus 0,68 en ce qui concerne la réduction des AVC récurrents. Donc il n'y avait pas de bénéfice plus que risque de transformation hémorragique. Donc la deuxième méta-analyse était 2013 et donc elle a conclu au même résultat de celle de 2008, donc avec les mêmes essais randomisés sur l'héparine à vapeur moléculaire.
Donc il fallait attendre jusqu'à 2015 où l'étude RAF, principalement sur la CFA, donc elle a comparé l'utilisation, donc on a commencé à travailler avec les NACO, elle a comparé l'utilisation des nouveaux anticoagulants oraux seuls versus donc héparinothérapie précoce, puis relais NACO et héparinothérapie à dose curative seule. Donc on avait remarqué que le fait d'anticoaguler par des NACO, ça réduit 7%, il y avait 7% d'événements, que ce soit thrombotiques ou bien hémorragiques, versus 16 voire 12 lorsqu'on anticoagule avec l'HPPM, avec un relais NACO, voire HPPM seul. Et cette étude, d'ailleurs, elle a proposé un intervalle qui est un intervalle de sécurité qui est entre le 4e et le 14e jour, que lorsqu'on anticoagule dans cet intervalle, le risque d'avoir des événements ischémiques, voire des transformations hémorragiques, il diminue versus lorsqu'on anticoagule plus précocement, voire plus tardivement. Donc, en ce qui concerne le choix de l'anticoagulation, donc les essais qui ont succédé depuis 2014, voire Aristophane en ce qui concerne la prévention primaire, Rocket et Aristophane en ce qui concerne la prévention secondaire, ont conclu que la comparaison des NACO versus les antivitamines K, on a conclu le fait d'anticoaguler avec les NACO, il y avait moins d'AVC ischémique récurrent et moins d'hémorragie intracrânienne. Le seul inconvénient, c'était une augmentation significative des hémorragies digestives avec les NACO. Donc, dans tout ça, que les lignes directives disent, donc, commençons par les eaux avec les recommandations de 2007. Donc, d'anticoaguler principalement dans la CFA à J4 lorsqu'il s'agit d'un AVC mineur, à J7 un AVC modéré et l'anticoagulation est instaurée à J14 lorsqu'il s'agit d'un AVC majeur. Mais jusque-là, c'est-à-dire l'étendue et la sévérité de l'AVC ischémique n'a pas été identifiée. Donc, 2018, et c'était la proposition de la Société européenne de rythmologie et de cardiologie avec l'utilisation des AVK. Et donc, la règle de 1, 3, 6, 12. Donc, s'il s'agit d'un AVC mineur, on anticoagule au 3e jour. S'il s'agit d'un AVC modéré, sévère, on anticoagule respectivement au 6e jour, voire 14e jour, après réalisation d'une imagerie cérébrale pour exclure une éventuelle transformation hémorragique. Donc, les modifications en ce qui concerne l'American Heart Association et l'American Stroke Association, les guidelines qui ont été modifiés en 2021 disent que l'intervalle de sécurité est compris entre le 2e jour, voire le 14e jour. Et lorsqu'il s'agit d'une ACFA non valvulaire, et lorsqu'on écarte bien sûr les autres causes hautement emboligènes, à savoir le thrombus intravégé et le thrombus intra-OG, avec les prothèses valvulaires, on peut privilégier l'utilisation des NACO. Bien sûr, lorsqu'il y a une hémorragie cérébrale, cette anticoagulation doit être différée au-delà du 14e jour. Maintenant, on avait compris que l'utilisation des NACO est plus sécurisée par rapport à l'utilisation de l'héparine par voie parentérale, et donc les études qui vont succéder et qui vont tester l'utilisation précoce de l'héparine versus l'utilisation des NACO précoces versus l'utilisation tardive, principalement le timing sur le registre suédois des AVC ischémiques, l'étude STAR aux États-Unis et l'étude ELAN qui a intéressé 103 centres dans 15 pays différents au niveau de l'Union européenne. Donc commençons par l'étude de timing, l'anticoagulation avant le 4e jour versus l'anticoagulation retardée au 5e et au 10e jour. Il n'y avait pas d'infériorité en matière de mortalité et d'hémorragie intracrânienne. Puis l'étude ELAN, donc avec les résultats qui viennent de sortir en juin dernier sur le New England Journal of Medicine. Donc cette étude a intéressé l'AVC ischémique cardio-embolique avec principalement une réalisation d'imagerie cérébrale qui va permettre donc de savoir la sévérité de l'AVC ischémique, à savoir un AVC mineur lorsque ça ne dépasse pas 1,5 cm, un AVC modéré lorsque ça ne dépasse pas un tiers d'un territoire vasculaire, et un AVC était présumé sévère lorsque ça dépasse un demi d'un territoire vasculaire. Donc, anticoagulation précoce en ce qui concerne les AVC mineurs a été instaurée à 48 heures versus les AVC modérés à sévères, une introduction d'anticoagulation précoce à J7. On n'avait pas remarqué d'infériorité par rapport à une introduction tardive, voire une protection, plus de protection en matière d'AVC ischémique récurrent et en matière d'hémorragie intracrânienne, il n'y avait pas de différence significative. Donc, l'étude Optimas qui s'est arrêtée plus précocement en phase 4, vu la longue durée de recrutement, c'est une étude qui a été basée uniquement sur le score INIHSS.
Donc aussi, elle n'a pas prouvé d'infériorité en matière d'introduction précoce des NACO. Maintenant, dans tout ça, il y avait une enquête donc, auprès des spécialistes pour limiter, pour éclaircir encore les choses. C'était l'Act Safe, donc 238 neurologues ont été interrogés sur 1239. 51% ont choisi d'anticoaguler dans les 96 heures. Lorsqu'il y a une transformation hémorragique, 79, donc 10 de différentes anticoagulations au-delà de 14e jour, bien sûr avec la majorité qui ont choisi d'anticoaguler avec les AOD. Donc ils ont proposé un algorithme en matière de l'étendue de l'AVC, à savoir un AVC mineur. Donc ils ont pris les mêmes classifications de l'étude Elan. Lorsqu'il y a un AVC mineur en anticoagule dans les 2 jours, AVC modéré entre le 2e et le 4e jour s'il n'y a pas une transformation hémorragique. Et si c'est un AVC majeur, l'anticoagulation doit être retardée à J7 voire J14, bien sûr avec certaines particularités comme le thrombus intra-VG, la valve mécanique, le thrombus intra-OG et le rétrécissement mitral serré. L'anticoagulation doit être instaurée plus précocement. En ce qui concerne l'hémorragie, donc s'il y a une hémorragie parenchymateuse stade 1, donc l'anticoagulation doit être retardée jusqu'à J14. Maintenant, si l'hémorragie parenchymateuse est de stade 2 supérieur à 30% du territoire infraxié et avec un effet de masse, l'anticoagulation doit être retardée au-delà de 2 semaines. Voilà l'algorithme qui a été proposé par les neurologues américains. Et donc, en ce qui concerne notre cas, donc, il s'agit d'un infarctus hémorragique type 2. Donc, le choix, puisque c'est une ACFA, c'est d'anticoaguler par les AOD, et donc de commencer préférentiellement à J12, voire à J14, vu la transformation hémorragique. Avec cette particularité des AVC cryptogéniques, ou bien les AVC ischémiques thrombotiques de cause indéterminée, avec les 2 études principales qui ont été réalisées, qui ont comparé les NACO, donc le daligatron et le rivaroxaban à dose de 15 mg 2 fois versus aspégique, il n'y avait pas de preuve d'efficacité par rapport à l'aspégique, voire même un risque accru de saignement, et donc l'anticoagulation dans l'AVC cryptogénique a été strictement contre-indiquée. Je termine sur ça, cette situation particulière. Donc, les AVC postérieurs, avec le risque très accru de transformation hémorragique, donc il vaut mieux éviter l'anticoagulation précoce, peut-être un problème d'agression cérébrale secondaire à gérer en premier lieu, tension artérielle, et ça va vous permettre par la suite de préparer le terrain pour une introduction d'anticoagulation par la suite. Les messages clés, donc devant un AVC ischémique cardio-embolique, avant le diagnostic de la cause cardio-embolique, donc mettre le patient sous antiagrégant plaquettaire en attendant l'identification de la cause cardio-embolique lorsqu'on ne sait pas trop. Les parinothérapies parentérales est retardée précocement et recommandée précocement uniquement dans certaines situations, hautement emboligènes, voire la prothèse valvulaire, le thrombus intra-VG. Les parinothérapies parentérales dans l'ACR non valvulaire n'est plus recommandée et le choix d'AOD reste le plus sécurisé. Donc une règle de 1-3-6-12 proposée par la société américaine avec certaines précisions des experts neurologues américains reste la meilleure méthode proposée en attendant une modification imminente des lignes directives. Je vous remercie infiniment. Merci Dr. Vanessa pour cette